Bonjour Jean-Patrick Courtal, c'est Michael Desmarons. Nous sommes au Jardin de Marie à Rennes-le-Château. Bonjour à toi. Bonjour Mike. Bonjour à vous. Plutôt. Oui, y a pas de problème. Oui. On va parler de ton parcours. Au tout début, tu t'intéresses à tous ces sujets de Rennes-le-Château depuis l'âge de 13 ans. Oui, Ça exactement. a commencé très jeune. En fait. Ouais, tout à fait. Alors c'est pas Rennes-le-Château qui m'intéressait Oui. dès l'âge de 13 ans, c'est le fait que un jour, à travers une lecture, j'ai découvert sur un petit fascicule résumé l'histoire de l'ordre du Temple. Et ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est que ces hommes qui sont partis de rien sont devenus extrêmement puissants et on les a complètement détruits. Et j'avoue que ça m'a beaucoup étonné. Et puis je me suis dit, comme beaucoup, je me suis dit, eh ben pourquoi? Eh ben quand on dit pourquoi, c'est on met le doigt dans un engrenage et je suis parti sur ce chemin lié au mystère, à l'ésotérisme. J'ai découvert l'alchimie, j'ai découvert les bâtisseurs, j'ai travaillé sur différents sujets des mystères de l'histoire, surtout autour du Moyen-Âge. Et de fil en aiguille, je suis arrivé petit à petit à l'histoire de Rennes-le-Château. Très bien. Alors tu as sorti 2 livres, Le secret de Janus, avec ce N inversé, typique, qui est dans la théorie que tu avances, on va en parler après, et aussi dans les pas de Béranger Saunière, un voyage initiatique. Alors, parle-nous du secret de Janus. Oui, alors déjà édité chez Lulu. Voilà, alors, non, c'est édité chez Colibri maintenant. Chez c'est la première édition. Colibri.com, et ce sont des livres qui sont disponibles sur notre site internet renneslechatteau.org. Et en vérité, j'ai sorti 3 livres. Il y en a un troisième qui est quasiment un livre d'accompagnement pour visiter mais les le du village. colloque d'études aussi. Non, Oui. ce troisième livre s'appelle Découvrir les mystères de Rennes-le-Château. Oui. Enfin, découvrir Rennes-le-Château et ses mystères, pardon. C'est ça. Alors, pour te parler, tu voulais que je te parle plus précisément du... On va parler de secret de Janus. Alors, le secret de Janus, c'est... je me suis dit que ça pourrait être sympathique d'écrire un roman, parce que c'est un roman où il y a finalement 2 parties. Il y a une première partie qui raconte la découverte de Rennes-le-Château par 2 journalistes, globalement. Et tout ce qui est dit dans cette première partie est entièrement vérifiable sur le terrain. Quelque part, c'est une façon d'amener les gens peut-être à regarder un petit peu l'histoire de Rennes-le-Château. La seconde partie, alors là on rentre dans le roman. J'y ai écrit des choses. Sont-elles des hypothèses? Sont-elles vraies? Sont-elles vérifiables? Sont-elles complètement imaginaires? Il n'y a que moi qui le sais. Ils sont un peu les pions, justement, un peu de force, un peu antagonique. Ça rappelle un peu justement le Plantard qui est un peu manipulé aussi d'autres personnes. Oui, alors c'est vrai que le secret de Janus... Il y a un miroir. J'ai pas dans la structure, j'ai rien inventé. Oui. J'ai repris, on retrouve 2 puissances ésotériques qui se combattent. Voilà, on retrouve ça dans le livre sacré, on va retrouver ça dans le Da Vinci Code, et on trouve ça par exemple dans la bande dessinée de mon ami Didier Convard qui s'appelle Le Triangle Secret, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez récurrent dans les histoires du mystère, parce que c'est toujours bien dans un roman de montrer qu'il y a des forces bonnes et des forces moins bonnes. C'est très gnostique, justement, ça. Et justement, ça rappelle le dualisme dont tu parles aussi, d'Alain Féral, La clé du royaume des morts, qui évoque ce dualisme, justement, entre la tour blanche, la tour noire, que même Saunière était habillée sur des photos en noir et des lardons en blanc. Quel est ton avis justement sur la question? Tu en as déjà parlé, mais quel est ton avis sur cette théorie ou hypothèse? Et puis que Féral n'est pas si étranger à l'affaire, il est peut-être beaucoup plus impliqué qu'on ne pourrait le croire. Il est proche de Plantard. Alors, Alain, qui est un personnage extrêmement important dans l'affaire de Rennes-le-Château, d'abord parce que c'est lui qui a mis en évidence les fameux plans des jardins de l'église qui sont superposables complètement au plan de masse de l'église de Rennes-le-Château, qui montre justement ces notions d'inversion. Alain a en effet beaucoup travaillé sur cet aspect dualiste de ce qui se passe ici à Rennes-le-Château, et même dans ses propres travaux, il y a une carte qu'Alain Féral a faite de la région, où on voit, il a écrit à gauche Rennes-le-Château et à droite Rennes-les-Bains. En bas, on voit qu'il y a un cheval blanc et un cheval noir, donc on voit que même Alain est dans cette démarche. Alors, Alain était-il très impliqué dans l'affaire de Rennes-le-Château? Moi, je vais dire oui, parce que Plantard, je ne sais pas s'il a... Bien sûr qu'il a connu Plantard, ils l'ont bien connu, parce que Alain connaissait aussi très bien Gérard de Sède. Mais Alain a surtout été peut-être
l'un des tout premières personnes à avoir rencontré Roger Lemoine. Roger Lemoine, Oui. je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est la fameuse affaire de Gisors, dans laquelle justement ce type dit un jour « j'ai découvert le trésor des Templiers ». Et lorsque ça a été raconté par Gérard de Sède dans son livre « Les Templiers sont parmi nous », on constate dans la première de couverture qu'en effet, eh bien, Gérard de Sède est l'auteur et qu'un certain Pierre Plantard est le documentaliste. Et on sait qu'Alain a rencontré Roger Lemoine très très tôt, parce qu'il était peintre, c'est un artiste Alain, il était peintre et donc peintre place du Tertre à Montmartre. Et le problème de la place du Tertre à l'époque c'était pas simple. C'était très dur pour un peintre d'avoir une place, mais il était comme tout le monde, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il aille faire ce qu'il avait à faire, puis il fallait qu'il dorme aussi. Donc s'il partait, il se faisait piquer sa place. Donc il payait des gens, souvent plus ou moins des clochards ou des mendiants dans le coin, qui venaient s'asseoir à leur place, comme ça la place était toujours là. Et un jour, il a embauché, si je puis dire, un homme, c'était Roger Lemoine. Bah, en plus, il avait eu des gros déboires suite à l'affaire où c'est l'œuvre d'un fou, le maire lui disait c'est l'œuvre d'un fou, quand il a creusé justement à Gisors aussi. Et donc après, il s'est retrouvé un peu itinérant. Ah oui, gros souci. Roger Lemoine est mort dans la misère. Hein. Il a quand même, de 1930 jusqu'après la guerre, il a vécu dans le château de Gisors, c'est comme ça qu'il a pu faire ses recherches, ses trous, si on dit. C'est vrai qu'il a été complètement décrédibilisé par la mairie et par d'autres. Il a perdu sa femme. Quand je perds sa femme, elle est partie. Il a perdu ses enfants, il ne les voyait plus. Et donc ce type a fini par errer dans la campagne. Et ce que nous raconte Gérard de Sède dans son livre, c'est qu'un jour, il y a un type qui vient frapper à sa porte, parce que de Sède à ce moment-là était devenu agriculteur, il élevait des cochons. Et un type frappe à sa porte un soir, et ce type lui demande s'il n'a pas du travail. Et il l'embauche. Et puis un beau soir, après plusieurs semaines, parce que Lemoine ne parlait pas, quasiment pas, très peu, un beau soir, à table, Roger Lemoine dit à Gérard de Sède, j'ai découvert le trésor des Templiers. Alors imaginez de Sède, qui est un journaliste, et surtout une vraie plume. Quand j'ai une plume, c'est quelqu'un qui savait écrire, pas comme nous maintenant. Moi personnellement, je ne sais pas écrire. Lui, c'est quelqu'un qui était vraiment un lettré, il avait des textes magnifiques. Et il se dit, là, il y a une histoire à avoir. Et c'est comme ça que petit à petit arrive Plantard dans la boucle. Comment, on pourra en parler une autre fois un jour, mais bref, Plantard arrive et c'est comme ça qu'ils écrivent ensemble « Les Templiers sont parmi nous ». Alors, tu es aussi l'auteur du Code da Vinci, donc, avec David Gallet, DVD. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là? Puis tu es intervenant avec Bob de BTLV aussi, donc tu fais des émissions sur El Château, sur le Qatar aussi. Peux-tu nous parler de ce DVD? Ah, le DVD s'appelait le Code da Vinci, enquête sur les véritables énigmes d'un best-seller. Donc je suis co-auteur avec David Gallet, qui en plus en est le réalisateur. Ça a été une aventure merveilleuse. Pourquoi? Parce que d'abord on s'est amusé, ça n'a pas l'air comme ça, mais on s'est vraiment amusé. Ce qui s'est produit, c'est que tout le monde me disait faut que tu lises le Da Vinci Code, faut que tu lises le Da Vinci Code, et je ne voulais pas le lire parce que j'aime pas quand il y a trop de tapage autour de quelque chose. Je me dis c'est trop commercial, et finalement, à force, j'ai fini par me tomber dedans. David, au même moment, s'est mis à lire le Da Vinci Code, et puis au coup, on s'est appelé l'un et l'autre. Il m'a dit mais t'as vu, c'est l'histoire de René Château sans jamais qu'elle soit dite. On se dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait quelque chose pour que justement les gens sachent qu'il y a derrière le Da Vinci Code. Et c'est là où on est venu à faire ce tournage du DVD, qui a été une aventure extraordinaire parce que David avait réussi à pas négocier, mais à faire les premières approches avec un journal qui s'appelait VSD à l'époque, qui avait trouvé notre idée de documentaire assez intéressante. Ils envisageaient de faire un numéro spécial été sur Rennes le Château, et le deal c'était de dire à chaque journal, un DVD était mis dans une pochette et les gens auraient eu le truc. Donc nous on était heureux, parce qu'on s'est dit au moins ça va nous payer les frais de tournage, ça ne coûtera pas trop cher. Donc on était parti dans cette idée-là, jusqu'au moment où un jour on a été contacté par Sony Video, qui nous a demandé de travailler avec eux, sauf qu'entre-temps TF1 Vidéo avait aussi entendu parler de notre projet, mais TF1 Vidéo était une grosse boîte et notre société de production était une maison de production rattachée à celle d'un animateur télé très connu sur TF1. Donc on nous a bien fait comprendre que ce serait très bien de travailler avec TF1 Vidéo. Très honnêtement, on ne l'a pas regretté, puisque ce DVD a été sorti le 22 juillet 2005, si je me souviens bien, donc le jour de la Sainte-Marie-Madeleine, et ce n'est pas un hasard.
Je me souviens toujours que ma femme était partie, enfin mon ex-femme était partie faire des courses. Elle arrive à la Fnac à côté de chez nous et elle me dit il faut que tu viennes vite, il y a un truc incroyable. Et je suis arrivé à la Fnac et à l'entrée de la Fnac il y avait 2 murs de DVD. Et on est resté complètement éberlué. On a vendu plus de 100 000 exemplaires de DVD, ce qui est exceptionnel pour un documentaire télévision. La Fnac et d'autres m'ont demandé de faire le tour de France pour faire des conférences sur le phénomène Da Vinci Code. J'ai fait plus de 80 conférences cette année. Pour revenir justement à toute l'histoire de la progression, est-ce que tu as découvert aussi, peut-être avec Charivari, les magazines de l'époque que Jean-Luc Chaumeil éditait, enfin avec Jacques Marc, en 1974. Là, tu étais peut-être un peu jeune, 15 ans. Ouais, 14 ans. Est-ce que tu avais en possession ces magazines Charivari ou Pégase? Pas du tout. Moi, j'étais parti en 74. Rennes-le-Château, pour moi, ça n'existait pas. Oui. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas forcément parce que le premier livre après ce fameux livre que mes parents m'ont offert, un autre livre qui s'appelait L'Ordre des Templiers de Maurice Guingamp. Et donc Maurice Guingamp, alors on aime ou on n'aime pas, mais quand je dis toujours on ne fait pas beurre, mais il raconte différentes histoires sur l'Ordre du Temple, et il y a toute une partie à la fin où il parle d'un trésor découvert par un curé dans un village de Rennes-le-Château qui pourrait être le trésor des Templiers. Mais j'avais lu ça rapidement, c'était passé, mais ce qui est assez rigolo, c'est que le premier livre que j'ai lu un peu d'études sur les Templiers, on parlait déjà de Rennes-le-Château. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. En 1974, il y avait aussi Jean-Pierre Montaigne, Retour à Rennes-le-Château. Oui, mais à l'époque, je n'avais pas accès à ces ouvrages, j'étais trop jeune. Et puis voilà. J'avais pas de voiture, je pouvais pas bouger, et voilà. Et puis, moi je suis arrivé vraiment dans l'affaire d'un château au début des années 90. Parce que donc Jean-Luc Chaumeil avait fait à la recherche du roi perdu, la première interview de Plantard. Tu t'es intéressé aussi à son travail, par rapport à la falaise solaire et à ce genre de choses aussi. Oui, alors, je me suis énormément intéressé au travail de Jean-Luc Chaumeil, d'autant plus que c'est un ami. Nous sommes tous les deux du Lot et... Carénac. Voilà. Salutations à Jean-Luc. Moi je l'aurais pas dit, mais moi je suis d'un village qui est juste à côté, à moins de 2 km de Carénac. Je l'ai encore vu la semaine prochaine, nous étions ensemble à une exposition de céramique. Non, là on était sur un autre endroit, céramique et peintre. Et en effet, on doit se voir la semaine prochaine, sûrement pour dîner ensemble. Donc oui, je me suis énormément intéressé aux travaux de Jean-Luc Chaumeil. Et je dis bien aux travaux, c'est-à-dire que Jean-Luc Chaumeil a produit différents types de travaux, et pas uniquement sur Rennes-le-Château. Sur Rennes-le-château, c'est passionnant. Argini, Gisors, et puis même le temple solaire. Enfin, l'ordre du temple solaire. L'ordre du temple, l'OTS. Oui, il a fait un livre. Il a fait un livre qui lui a été interdit de diffuser après, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour le juge Fontaine. Voilà. Ta rencontre aussi avec Gino Sandry. Tu as eu une interview. Toi justement, ce qu'il apporte en ellipse, en langue des oiseaux, qu'est-ce que tu penses de son travail ou ce qu'il a fait? Alors d'abord, ce qui est intéressant avec Gino Sandry, c'est que c'est un des derniers témoins directs de l'affaire moderne de Rennes-le-Château. C'est un des derniers témoins qui peut ou qui pourrait, s'il le voulait, éclaircir tout le monde sur la fameuse affaire autour de Plantard. Bon. Gino Sandry est un homme que j'apprécie énormément. Il est d'une connaissance pas possible et c'est un homme extrêmement intelligent, c'est un érudit. Et quand on échange avec lui, c'est toujours pour moi c'est un vrai bonheur. Alors il y en a qui disent ouais mais Gino Sandry, non, Gino Sandry c'est quelqu'un de très très bien et j'adore travailler avec lui. Et Gino Sandry a été quelqu'un avec moi et même avec David Gallet, il a toujours été quelqu'un de très carré, très correct. D'abord, il a accepté, et c'était la première fois qu'il le faisait, accepté de répondre à une interview pour notre documentaire télé. C'était un entretien. C'était un entretien. Il ne voulait pas faire d'interview. On a fait une interview, c'était sur la place Saint-Sulpice à Paris. Et